Et le deuxième domaine d'activité, c'est le commerce de proximité, la promotion et la valorisation du commerce de proximité, selon l'adage que nos emplettes font nos emplois. Donc c'est un sujet qui est plus que jamais d'actualité, dont beaucoup ont pris conscience en fait de cette évidence. Notre pari à nous, c'est d'indiquer en temps réel à un consommateur que le produit qu'il cherche sur Internet est disponible en stock à côté de chez lui. Donc il pourra le visualiser, le réserver et se mettre en relation avec le commerçant de son territoire. Et pour ça, outre les algorithmes puissants qu'on a pu développer, on est en train de créer le premier réseau d'accompagnateurs de micro-proximité qui vont aider les commerçants dans leur développement de leur business au quotidien de manière extrêmement opérationnelle. Parce que vous l'avez compris, chez Sfereno, on ne fait pas du B2B, on ne fait pas du B2C, on fait du H2H. Pour nous, l'humain, la relation humaine est absolument fondamentale. Et donc, on fait de l'humain à l'humain. Suivant notre baseline, qui est connue depuis plus de 20 ans, c'est que nos emplettes sont nos emplois et que le bonheur est dans le prêt au sens proximité du terme. Voilà, donc je suis absolument heureux d'être là parce que Sfereno est sur le chemin de l'entreprise à mission et nos intervenants vont pouvoir nous l'expliquer de manière un peu plus détaillée. Depuis plus d'un an, on fait ça et on se rend compte que c'est effectivement quelque chose qui est un véritable défi de transformation au sein de l'organisation et qui est éminemment passionnant. Donc, je suis vraiment tout oui et très heureux d'être à vos côtés pour écouter l'expertise et bénéficier de l'expérience de nos trois invités. Alors, vous les attendez avec impatience, vous en avez peut-être même rêvé. Je vous invite à faire un triomphe derrière vos écrans. Que dis-je, une hola à nos trois invités, et en commençant par Julie. Alors Julie, bonjour. Bonjour. Alors Julie, toi tu es consultante chez Nuova Vista, qui est un cabinet particulièrement à la pointe sur ces différents sujets, parce que je crois que Nuova Vista s'est intéressé à l'objet social étendu des entreprises il y a quelques années de cela, bien avant l'avènement de la loi Pacte, dont on aura l'occasion de parler. Cette loi a créé un cadre pour que les dirigeants puissent engager des actions sociétales à plus long terme. Et pour moi, c'est un élément structurant majeur parce que dans un contexte où nos concitoyens sont de plus en plus suspicieux à l'égard des entreprises, je pense que cette pacte est structurante pour vraiment nous aider à montrer qu'un autre monde est possible et qu'il y a des entreprises engagées autour de nos territoires. Donc Julie, tu vas pouvoir nous dévoiler tous les secrets de cette loi Pacte, entre autres, et d'autres choses dont tu as le secret. Je sais que Nuova Vista est également co-initiateur de la communauté des entreprises à mission que j'ai découvert en préparant cette table ronde. Et donc, tu pourras éventuellement aussi nous en parler. Et enfin, Nuova Vista, et bravo pour ça, est devenue entreprise à mission début 2020. C'est ça? Tout à fait. Parfait. Merci Julie, à tout de suite. Nicolas Rohr, bonjour. Bienvenue à toi. Alors Nicolas, toi tu es cofondateur de la marque française de chaussures et de vêtements Fago. J'ai découvert votre histoire très chouette en étant déjà un consommateur et un utilisateur de vos produits depuis plusieurs années. Et parce que tu as eu l'occasion de me la présenter. Donc je te laisserai nous l'expliquer dans un instant pour ne pas la divulgacher. Et je sais aussi que vous avez une ambition d'avoir 100% de vos produits qui seront recyclés, qui seront basés sur des produits recyclés à horizon 2024, sachant que vous êtes déjà à 80% aujourd'hui, me semble-t-il. Tout à fait. Et pareil, vous êtes entreprise à mission en janvier 2020, depuis janvier 2020. Et est-ce qu'on pourrait dire que utiliser Fago, c'est un peu comme s'habiller écolo, mais sans avoir les fringues qui grattent? Qu'est-ce que tu penses de cette définition? Tout à fait. Ouais, je dis souvent que dans la mode, il faut plus réfléchir au Larzac, mais résolument être dans la ville et bien dans la ville, mais adapté à la réalité et aux ambitions de notre siècle. Donc du coup, oui, tout à fait, c'est ça. C'est bien dit. Génial. Merci Nicolas. Je te passerai la parole dans un instant pour te présenter plus en détail. Et enfin Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Jean-Baptiste. Tu es probablement la personne qu'on connaît aujourd'hui le mieux autour de cette table, même si nous tous individuellement on y travaille aussi, mais tu es directeur général de la Maïf, qui a été quasiment créé en même temps que le CJD en 34 me semble-t-il. Absolument. Et donc la Maïf, on le connaît tous par son slogan qui est vraiment un slogan porteur qui est assureur militant. Et la Maïf est aussi, je crois, forte de ses 3 millions de sociétaires.
Ouais, ouais, complètement. Un petit peu plus de 3 millions de ménages français qui sont assurés à la Maïf. Ouais. Alors moi, ce qui me plaît avec la Maïf, c'est que vous avez défrayé la chronique, et ça j'adore, mais de manière extrêmement positive au cours du premier confinement, parce que vous avez eu un courage absolument inouï. Et je vais te laisser la parole dans un instant pour nous expliquer de l'intérieur comment tu l'as vécu. Alors, qu'est-ce que vous avez fait concrètement et comment vous l'avez vécu, si tu en es d'accord. Et Avec tu es, plaisir. Pascal aussi, tu as écrit un bouquin cette année, me semble-t-il, sur l'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne le sera plus, dans lequel tu nous accompagnes à nous projeter dans un meilleur monde, pourrais-je dire, un monde dans lequel ce qui est bon pour l'entreprise serait bon pour nous tous individuellement. Alors moi, j'en suis personnellement convaincu, et c'est d'ailleurs ce qui pourrait être, à mes yeux, la définition de la RSE, de la responsabilité sociale des entreprises, où le fameux triptyque écologique, économique, social doivent être de taille équivalente, parce qu'on sait tous qu'un tabouret qui tient solidement sur ses pieds, ben c'est un tabouret qui a ses trois pieds de la même taille. Et c'est pareil à mes yeux pour l'entreprise. Alors, je ne vais pas vous montrer mes chaussures Fago, pourtant je les ai. Je ne vais pas non plus vous montrer mes belles bretelles Maïf qui m'aident à rester en sécurité au quotidien. Ce que je vous propose, sans plus attendre, et avant de donner la parole à Julie, c'est de faire un petit coup de klaxon afin d'éveiller notre curiosité. Et pour ce faire, il suffit de vous connecter à klaxon.com. Je pense qu'on devrait vous montrer le slide dans quelques secondes. Donc, klaxon.com. Il vous suffit, ou alors vous allez sur Google, tapez klaxon. Il vous suffit de taper le code d'accès qui est indiqué ici, 8P8RBKU. Laissez votre petit mot, vos petits noms, et après vous vous laissez guider. C'est d'une simplicité ultime. J'ai eu l'occasion de tester, c'est juste absolument dingue. Et ce petit tour de table va être un premier échauffement pour que tout le monde puisse en prendre l'habitude. Et donc je vous laisse quelques instants pour vous connecter avant de commencer par cette première salve de klaxon. Dès qu'on est OK, on va pouvoir passer au slide suivant avec une première info intox. Alors, info intox, si jamais vous n'avez pas eu le temps encore d'écrire le nom de code, le code d'accès, il est inscrit en bas à gauche du slide qui est présenté. Alors, la première info intox qu'on vous propose, à laquelle on vous propose de répondre, c'est la raison d'être est un slogan. Est-ce une info ou est-ce une intox à vos yeux? Tic-tac, tic-tac, c'est ce qu'on appelle le moment de solitude de l'animateur, mais je vais l'assumer. Pour l'instant, il y a déjà un certain nombre de participants qui ont joué le jeu. Merci à vous. Et je vous propose sans plus attendre de voir vos réponses. Et je vais laisser l'un de nos éminents spécialistes réagir éventuellement si vous voulez. Ah ben, il y a presque 80%, c'est formidable, qui considèrent que la raison d'être est un slogan. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir ou on passe à la suivante? Ça va monter crescendo, hein. Je pense qu'on a un parterre d'auditeurs qui est déjà un peu au fait du sujet. Peut-être ceux qui ont répondu que c'était une info sont d'être suspicieux et parfois pensent à ce qu'on a appelé récemment du mission washing, du raison d'être washing, en pensant que cet exercice de raison d'être de société à mission était encore un exercice de communication. J'espère qu'on va réussir à vous convaincre tous les trois que c'est une formidable aventure de transformation et pas uniquement un exercice de communication, un nouvel exercice de communication. Merci Julie. Effectivement, ça va être notre défi de l'heure qui vient. La seconde question, ou la seconde info intox. Selon vous, la raison d'être est une boussole qui doit guider la stratégie d'entreprise. Est-ce une info ou est-ce une intox? On va se laisser 10 secondes. Regardons maintenant les résultats. On monte en puissance aussi au niveau rythme, hein. Ah bah bravo, bravo à tous.
Très grande majorité pour indiquer que c'est une info. Et on va vous démontrer au cours de cette heure, effectivement, combien, effectivement, la raison d'être guide la stratégie d'entreprise. Et le dernier klaxon, me semble-t-il, c'est la question suivante. La raison d'être, ou l'affirmation suivante, pardon. La raison d'être ou la mission est l'expression d'une intention. Mais ça ne transformera pas fondamentalement les entreprises. Que pensez-vous de ça? Un faux ou un tox? Voyons les résultats. Eh bien, c'est une intox, effectivement. Et sans plus attendre, je propose effectivement de passer la parole à Julie, qui va nous expliquer concrètement ce qu'est la raison d'être, l'entreprise à mission, ce qu'on entend, ce dont on entend parler depuis la loi Pacte. Mais concrètement, de quoi parle-t-on? Julie, je te passe la parole. Et n'hésitez pas, Pascal, Nicolas, à intervenir quand vous sentez que c'est le moment opportun pour vous. On va se donner à peu près 10 minutes, Julie. Merci à toi. Ça marche. Merci Jean-Baptiste. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là malgré le contexte et de pouvoir partager ce moment avec vous. On voit quand même sur la dernière question que c'était moins unanime sur la dimension transformative de la raison d'être de la qualité de société à mission. Donc de nouveau, j'espère qu'à la fin de cette table ronde, vous serez convaincus du potentiel, de la puissance de transformation de ces deux notions introduites par la loi Pacte l'an dernier. Alors effectivement, je vais essayer de vous poser le cadre. Ce sera pas exhaustif, n'hésitez pas à compléter Pascal, Nicolas, Jean-Baptiste ou à poser des questions. Mais l'idée c'est que voilà, on puisse s'aligner, partager de quoi on parle en 2020 quand on parle de raison d'être ou de société à mission. On entend beaucoup parler. Donc, voilà, juste que collectivement on puisse partager cela. Peut-être, avant de vous présenter le contenu de la loi Pacte, c'est intéressant pour comprendre la qualité de société à mission, de revenir à l'intention et à l'esprit qu'a voulu mettre le politique en introduisant dans la loi, dans le droit français, ces notions. Jean-Baptiste, tu l'évoquais un petit peu en introduction. Il y avait peut-être une triple intention qu'on peut énoncer. Il y a la première chose, c'est peut-être la reconnaissance ou la conscience que sont les entreprises, son engagement des entreprises. On aura du mal à trouver des solutions aux grands défis sociétaux, environnementaux contemporains. Donc, on a besoin de toutes les énergies pour trouver ces solutions ensemble. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir consacrer cette idée-là du rôle sociétal de l'entreprise dans la loi. Le deuxième élément, et tu en as parlé aussi, c'est peut-être plus lié au contexte français et avec l'envie, l'intention de peut-être changer le regard des Français sur les acteurs économiques et l'entreprise. Une suspicion un peu fondamentale du Français apparemment envers les entreprises. Donc l'idée, c'était d'affirmer que les entreprises, les acteurs économiques sont des acteurs de la société et donc ont un rôle à jouer, de pouvoir offrir un cadre dans lequel cette contribution puisse s'épanouir et grandir. Et puis peut-être le dernier élément qui est sur lequel insiste beaucoup le rapport Nota-Sénar qui a été à la source de la loi, qui a été publiée en mars 2018 et qui a servi de base à la loi Pacte. Il y a vraiment cette volonté d'inciter, de permettre aux dirigeants, aux actionnaires et aux entreprises de se projeter dans le long terme, de porter une vision long terme et peut-être par opposition à un certain court-termisme actionnarial qui a eu le vent en poupe dans les dernières décennies. Voilà, donc là, d'inciter, de créer un cadre propice à la projection long terme. Voilà l'esprit. Je pense qu'il est important pour comprendre l'architecture de la loi qui propose, et là on peut peut-être regarder le slide parce que c'est assez visuel. La loi Pacte en fait propose un cadre qui est assez innovant avec une architecture à trois niveaux. Voilà, que vous voyez à l'écran.
et avec une sorte de progressivité et un cadre incitatif avec une première marche qui s'applique à l'ensemble des entreprises et puis les deux autres marches qui sont plutôt sur le mode du volontariat, vraiment incitatif. Donc la première marche, je le fais de façon synthétique parce que je pense qu'aujourd'hui vous êtes nombreux à connaître ça par cœur. Première marche, c'est la transformation, la modification de l'article 1833 du Code civil pour inscrire dans la définition de ce que c'est qu'une société dans le droit la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux. Donc c'est maintenant l'essence même d'une entreprise de se questionner sur ces enjeux-là. Et donc on a sur ce socle-là la consécration en fait de ce qu'on a appelé depuis des décennies la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. On considère que c'est maintenant normal, et ça vient consacrer des pratiques qui se sont développées sur les dernières décennies. Mais ça fait vraiment, symboliquement, c'est très fort, puisque c'est dans la définition même du Code civil qui date du début du 19e siècle. Donc voilà, on rafraîchit et on renouvelle ce que c'est qu'une entreprise dans le droit au 21e siècle. Et puis donc les deux autres marches introduisent pour les entreprises volontaires la possibilité d'introduire sur la deuxième marche, donc d'inscrire dans leur statut une raison d'être. Et la dernière marche, c'est, vous l'avez compris, le niveau peut-être le plus engagé et exigeant, c'est la qualité de société à mission. Alors la raison d'être, on l'a qualifié un petit peu d'objet non identifié. Effectivement, le législateur a introduit dans le droit un mot qui est plutôt du registre de la philosophie. Et donc c'est un peu une nouveauté dans le jargon, je dirais, du management. Et en plus, ne le définit pas vraiment dans la loi. On en a de l'esprit, l'essence, si on regarde l'exposé des motifs de la loi Pacte ou le rapport Nota-Sénat. Mais voilà, c'est un objet semi-défini. Si on reprend peut-être les termes de quelqu'un comme Jean-Dominique Sénard, quand il raconte ce que c'est qu'une raison d'être, il dit c'est à la fois la racine et l'étoile polaire. Et ça exprime bien ce condensé que doit exprimer la raison d'être. C'est la racine, donc l'ADN d'un collectif, son histoire, son socle, ses atouts. Et à la fois l'étoile polaire, ce vers quoi le collectif se projette, le sens de ce projet collectif, et dans le sens de ce projet collectif, puisqu'on est au XXIe siècle, il y a l'utilité qu'on veut apporter au monde, il y a quel rôle on souhaite jouer dans le monde et dans la société, ce qu'on veut apporter au monde. Donc voilà, racine, étoile polaire. Et comme on le voyait dans le klaxon juste avant, ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'est pas sur un exercice de communication, on est dans un tout autre registre de questionnement, et je pense que Pascal et Nicolas pourront raconter le travail d'introspection et de maturation que demande l'écriture, la formulation d'une raison d'être. Donc on n'est pas dans un exercice de communication et on n'est pas sur un exercice de formulation de stratégie, on est au-dessus. On est sur un objet qui nous projette dans le long terme et qui doit guider les orientations à long terme de l'entreprise. Évidemment, cette raison d'être et ce sens va infuser ensuite dans l'ensemble des objets de l'entreprise, que ce soit les projets d'entreprise, les stratégies, les plateformes de marque, la marque employeur, etc. Donc, on vient rajouter un objet méta qui va infuser et donner du sens à la dynamique collective. Donc ça, c'est la raison d'être. Alors, si on passe à la qualité de société à mission, en fait, on est sur une marche qui est résolument contributive, peut-être plus engagée, avec un degré de contrôle et d'exigence supérieur. On retrouve cet objet de raison d'être qu'on inscrit dans les statuts. Mais là, on va un cran plus loin parce qu'on lui associe, on inscrit également dans les statuts des objectifs socio-environnementaux. Donc en fait, on a ce cap et on a une série d'objectifs associés qui fixent des grands caps de transformation que l'entreprise se donne et ce sont des caps pour se mettre en chemin dans la réalisation de la raison d'être. Donc ça, c'est la mission loquée dans les statuts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a on enrichit aussi avec le cadre de société à mission la gouvernance de l'entreprise
Et ça, c'est aussi intéressant, peut-être, ce serait intéressant d'entendre Pascal et Nicolas sur cette dimension assez fondamentale et qui ouvre, je pense, beaucoup de perspectives pour les entreprises sur le volet gouvernance. Donc, on a ce comité de mission qui sera un organe de gouvernance ad hoc, chargé exclusivement du suivi de la réalisation de la mission, qui doit être constitué, qui est à la main de l'entreprise. C'est ça qui est intéressant. Et dans tout ce cadre de société à mission, de cette qualité de société à mission, vous l'avez compris, on n'est pas dans la contrainte, on est dans l'incitation, dans la liberté d'entreprendre, et l'entreprise s'auto-contraint. Et donc, ce comité de mission est un jalon quand même de crédibilité, parce que l'entreprise s'entoure de parties prenantes, internes, externes, comme je l'ai dit, qui vont à la fois évaluer le chemin parcouru, donc avec la publication d'un rapport annuel, donc c'est quand même engageant et c'est un jalon de crédibilité assez fort. Et en même temps, ce comité, il faut le prendre aussi comme un accompagnateur critique et bienveillant qui va enrichir, nourrir les dirigeants, les questionner pour les faire avancer. Donc ce double rôle intéressant et assez riche, on n'est pas juste dans l'évaluation et la sanction, mais vraiment dans l'accompagnement et la réflexion stratégique. Donc c'est de ce point de vue-là, c'est intéressant parce que ça fait bouger, ça ouvre les gouvernances des entreprises. Bon, et très rapidement pour finir, le législateur a prévu 2 autres marqueurs. Je finis juste sur les 4 marqueurs de la société à mission. Donc la mission inscrite dans les statuts, le comité de mission, une vérification externe par un organisme tiers indépendant. S'il y a des questions sur le sujet, je pourrais développer, même si le cadre n'est pas tout à fait fini à ce stade. En tout cas, il y a un système de vérification qui est prévu. Et ce qu'il faut dire, c'est que cette qualité est révocable, donc on peut la perdre. Et c'est aussi du coup engageant pour les entreprises qui se mettent sur ce chemin-là. Et peut-être pour conclure sur la dynamique que cette loi a créée, il y a beaucoup de dirigeants et d'entreprises qui sont saisis de ce cadre. Et ce qui est intéressant, c'est que ces sujets-là de contribution sociétale sont devenus des sujets de dirigeants, alors que les sujets peut-être de RSE au sens des années avant Pacte étaient peut-être encore cantonnés malheureusement à des sujets d'experts dans l'entreprise et pas largement diffusés et pas forcément toujours portés au plus haut niveau. Là, on a vraiment un changement d'échelle et ces sujets sont maintenant portés au plus haut niveau. Et donc, ça a créé cette dynamique que vous voyez à l'œuvre. Alors, qui n'est, je m'en excuse, de pas totalement complète parce qu'il y a des annonces presque tous les jours, j'ai envie de dire, de sociétés qui se mettent sur tel ou tel chemin. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est on voit dans la presse beaucoup de choses. Peut-être un élément auquel il faut être vigilant, c'est la notion d'inscription statutaire. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont annoncé, formulé des raisons d'être, mais qui ne l'ont pas inscrit dans les statuts. C'est quand même assez fondamental, cet acte très fort d'inscription statutaire, parce qu'elle engage l'ensemble du corps social et elle engage les actionnaires. Et donc, c'est vraiment un acte d'ancrage et de pérennité de cet objet raison d'être, de ce projet. Donc ça, je vous invite à regarder dans les annonces d'entreprise cette dimension-là. Et puis le dernier point que je voulais peut-être vous partager, et on le voit dans le panorama du côté des sociétés à mission. Alors là, vous avez à la fois des entreprises qui ont fait effectivement endosser la qualité, adopter la qualité, d'autres qui ont annoncé leur volonté de le faire. Ce qui est intéressant de voir, et j'en finirai avec ça, c'est que on est sur des entreprises de toute taille, de tout secteur, et donc que c'est un objet qui est fait pour tous les dirigeants et toutes les entreprises qui veulent se mettre dans ce chemin de transformation pour ancrer ces sujets de contribution sociétale au cœur de leur projet. Je pense que j'ai été un peu longue, mais voilà ce que je voulais vous partager. Je pense que les témoignages de Pascal et Nicolas vont pouvoir illustrer ces éléments qui sont, je m'en excuse, un peu théoriques, mais je trouve que c'était important. Je pense que c'est fondamental. Merci Julie pour cette présentation, effectivement qui permet de poser à ce stade en fait les fondamentaux de ce qu'est la raison d'être. Il y a une question de la part de Maïté qui aimerait savoir s'il existe un outil méthodologique pour accompagner les entreprises à devenir entreprises à mission d'un point de vue aspect juridique notamment, un peu comme un guide d'aide à la mise en œuvre du décret. Tu veux.
Alors, oui, j'ai plus les références là tout de suite en tête, mais il existe alors des guides de méthodologie qui ont été publiés pour expliquer un petit peu les grands jalons, les étapes, etc. Je ne sais pas si c'est à ça que Maïté voulait faire référence, mais peut-être qu'on pourra les transmettre à l'issue de la table ronde. Après, effectivement, il y a beaucoup de questions sur les aspects juridiques. Peut-être que Pascal et Nicolas pourront le partager. Il y a effectivement ensuite une dimension qui est moins de mon qui est moins de mon expertise, mais effectivement il y a des dimensions juridiques à prendre en compte dans l'inscription statutaire. Et de la même manière, il faudrait voir s'il y a des outils un peu clés en main. Je suis pas sûre sur l'aspect juridique. On va essayer de Il y a, transmettre des références si tu en as, il y a effectivement, deux, aux participants. il y a deux guides qui sont très bien faits, malgré tout, pour rebondir. Je trouve qu'il y a celui que Deloitte a mis en place, qui est vraiment très bien, qui permet de voir en fait de l'étape de cheminement jusqu'à la mise en place de l'entreprise à mission, et qui est assez bien fait. Et il y a aussi le livre blanc qu'a fait Fago, qu'on a fait avec notre équipe, qu'on a sur notre site, où on C'est vrai. partage toute notre expérience de cheminement. Voilà. Et je pense qu'avec ça, déjà, ça fait déjà un bon moyen de prendre le sujet en main et de s'approprier un peu plus. Sachant que la partie Et juridique, du il faut déstresser sur cette partie-là. La partie juridique est vraiment mineure. Enfin, en tout cas, nous, à notre stade, c'était une simplicité, juste aller voir un greffe, lui demander de rajouter 3 phrases, enfin, la raison d'être plus les engagements dans nos statuts. Alors, c'est peut-être un peu plus compliqué pour la Maïf, je sais pas, mais en tout cas, nous, à notre taille de SAS, Fago est une SAS, c'était très facile. Voilà. Et peut-être pour compléter sur, tu as évoqué Jean-Baptiste en introduction la communauté des entreprises à mission, dont Nicolas et Pascal sont membres par ailleurs. Effectivement, c'est aussi un lieu où il y a de la connaissance qui est partagée et diffusée. Et donc, je vous invite à regarder parce que voilà, il y a des groupes de travail qui tous les ans, tous les 6 mois, je crois, voilà, ont des sujets, traitent des sujets, partagent l'expérience des entreprises en chemin et diffusent ces expériences. Donc, je vous invite à regarder. Il y a en ce moment un sujet sur la gouvernance justement. Il y a eu un sujet sur l'évaluation. Voilà, donc c'est aussi des choses qui peuvent vous nourrir. Et je pense qu'on est Pascal, Nicolas, vous me contredisez, mais je pense qu'on est en défrichage en même temps que les entreprises avancent. Et donc, c'est voilà, d'autant plus important de pouvoir partager les expériences des uns et des autres. Bah, parfait, merci beaucoup Julie et je propose sans plus tarder justement de passer la parole à Pascal pour que tu nous apportes ton témoignage de ce qu'a pu faire la Maïf, quel chemin vous avez entrepris, quelle est la genèse en fait de votre réflexion, l'élément déclencheur de ce parcours de transformation pour que la Maïf devienne entreprise à mission. Et si tu peux aussi nous citer ta petite, enfin l'événement majeur qui a été, je pense, beaucoup structurant auprès du grand public sur l'engagement de la Maïf qui s'est passé au cours du premier confinement. Merci à toi. Bah écoute, avec grand plaisir, Jean-Baptiste. Julie a très bien décrit le cadre juridique hein, de l'entreprise à mission. Alors, comment et pourquoi nous sommes devenus entreprise à mission? Julie rappelait tout à l'heure la citation de Jean-Dominique Sénard, hein, disant au fond c'est à la fois les racines et l'étoile polaire. Alors clairement du côté des racines, bah, on y est complètement. Hein. La Maïf a une tradition d'engagement au fond, hein, qui est extrêmement ancienne. Tu rappelais tout à l'heure, Jean-Baptiste, notre baseline, hein, assureur militant, qui exprime bien hein, cette volonté d'engagement, cette responsabilité au fond hein, que la Maïf considère avoir à l'égard bah, de la société en général dans l'exercice de son métier. Donc évidemment, lorsque la loi Pacte est parue, nous avions déjà cette grande tradition d'engagement. Par ailleurs, moi je suis convaincu et c'est désormais inscrit complètement dans la stratégie même de l'entreprise. Je suis convaincu qu'il y a aujourd'hui une attente sociale à l'égard de l'entreprise qui est extrêmement forte, qui s'exprime
d'ailleurs par l'intermédiaire des collaborateurs de l'entreprise, mais aussi bien sûr et surtout par l'intermédiaire des clients. Et on voit bien que de plus en plus, les gens attendent de l'entreprise qu'elle s'engage, qu'elle contribue finalement à la résolution d'un certain nombre de problèmes environnementaux, sociétaux, et que par son comportement, elle ait une action et un impact positif sur son environnement. Et cette conviction qu'il y a effectivement une attente sociale qui est déjà très forte et qui monte progressivement. Et on voit bien d'ailleurs que la crise sanitaire que l'on traverse a finalement renforcé encore cette attente sociale. Moi, j'en tire une conviction forte, hein, c'est que il serait aujourd'hui particulièrement hasardeux de ne pas en tenir compte dans la stratégie même de l'entreprise. Et je crois que l'on peut démontrer, c'est en tout cas ce que nous sommes en train d'essayer de faire à la Maïf, que finalement engagement peut rimer avec performance et que l'engagement de l'entreprise peut même être une source majeure de performance. Donc dans ce contexte hein, d'engagement traditionnel, ancien de la Maïf, contexte renouvelé par cette relecture finalement hein, des attentes sociales à l'égard de l'entreprise et donc d'engagement inscrit dans la stratégie même de l'entreprise, bien sûr au moment de la parution de la loi Pacte, on ne pouvait pas ne pas devenir très rapidement entreprise à mission parce que ça correspond exactement à notre conception de ce que doit être une entreprise au XXIe siècle. Et donc on a fait le choix de venir très vite. Hein. On a même annoncé immédiatement le fait que nous le deviendrions. On a défini d'abord une raison d'être et puis nous avons modifié nos statuts pour devenir effectivement entreprise à mission. Alors, au plan juridique et au plan de la gouvernance, ça a été peut-être un tout petit peu plus lourd que pour Nicolas. Hein. Nous avons bien sûr convoqué une assemblée générale extraordinaire pour modifier les statuts. Une assemblée générale extraordinaire, chez nous, ça représente quand même, ça mobilise quand même un petit millier de personnes, d'élus de nos sociétaires, hein, puisque notre gouvernance est ainsi constituée, et qui a voté dans l'enthousiasme, je crois qu'on peut le dire, cette transformation en société à mission. Alors, vous me direz, finalement, si vous aviez cette tradition d'engagement qui était profondément ancrée dans les pratiques de l'entreprise, sans doute que le fait d'être devenu société à mission ne change pas grand-chose. C'est à la fois vrai et faux. C'est vrai que ça ne change pas grand-chose parce que nous sommes dans la continuité de notre politique d'engagement. Et en même temps, ça change tout. Ça change tout parce que le fait de devenir société à mission nous oblige, nous contraint d'abord à rendre public les objectifs que l'on s'assigne. Hein, et donc, il y a une feuille de route, il y a des objectifs statutaires, des engagements statutaires. Et puis, ces engagements statutaires sont déclinés dans une feuille de route annuelle qui décrit de manière relativement précise ce que nous allons faire sur ce sujet de la mission, quels engagements on prend, quelles sont les actions que nous allons conduire une année donnée sur cette thématique de la mission et de l'engagement de l'entreprise. Donc déjà, cette transparence, évidemment, oblige l'entreprise. Hein, si on affiche ces objectifs, derrière, il faut avoir naturellement la capacité à les tenir. Et puis, ex post, en fin d'année, Julie le rappelait, nous sommes regardés, scrutés de près, à la fois par le comité de mission en interne, hein, dont la fonction est précisément d'élaborer cette feuille de route, d'en juger les résultats et d'établir un rapport annuel pour rendre compte de ce que l'entreprise a réellement fait, et puis par l'externe, ce fameux organisme tiers indépendant qui audite les actions de l'entreprise, qui établit également un rapport annuel, et qui pourrait même à l'extrême, qui peut à l'extrême,
si il considère que l'entreprise n'a pas tenu ses engagements, n'a pas respecté la mission qui était la sienne du fait de ses statuts, pourrait demander à ce que l'entreprise perde sa qualification d'entreprise à mission. Donc on voit bien que tout ce process est d'une certaine manière un peu contraignant, et tant mieux pour l'entreprise, en tout cas oblige l'entreprise à aller toujours plus loin. Et c'est bien l'objet même de l'adoption de ce statut. Alors, tu évoquais, Jean-Baptiste, cette période de confinement, et notamment le premier confinement en mars-avril dernier. C'est vrai que ce confinement nous a pris de court. Moi, j'avais fixé en début de confinement un principe qui me paraissait complètement naturel et s'imposait de lui-même, qui était de dire au fond, il est absolument hors de question, il serait inadmissible finalement, de tirer un quelconque profit de la crise sanitaire qui commençait. Au moment où il y a des personnes qui souffrent, au moment où il y a des entreprises, des secteurs économiques entiers qui souffrent énormément, il était pour moi complètement inimaginable de pouvoir tirer un profit, quel qu'il soit, de cette crise sanitaire. Et au contraire, il était impératif de montrer sa solidarité avec notamment les secteurs économiques qui souffrent le plus et puis avec les personnes qui nous entourent. Parmi tous les gestes de solidarité, il y en a énormément que la Maïf a mis en œuvre. Il y en a un qui nous est paru naturel, qui dit confinement, dit par hypothèse, le fait que les gens restent chez eux, il n'y a donc plus de circulation automobile. S'il n'y a plus de circulation, il n'y a plus d'accident. Et s'il n'y a plus d'accident, les assureurs, notamment automobiles, font évidemment des économies relativement importantes. Pour moi, ces économies, il était hors de question de les conserver, ça aurait été indu. Et donc, on a pris très rapidement, dès la fin du mois de mars, la décision de rembourser à nos sociétaires le montant correspondant de leur prime automobile, correspondant à la période du confinement. Et donc, ce sont plus de 100 millions d'euros que nous avons rendus véritablement à nos sociétaires, en les incitant d'ailleurs et en leur permettant matériellement, s'ils le souhaitaient, de reverser cette somme à un certain nombre d'associations que l'on avait identifiées. Et pour moi, c'est une mesure qui s'imposait. Et on est bien d'ailleurs, in fine, dans ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire que lorsque l'entreprise s'engage, et ça c'était un engagement concret, 100 millions d'euros, c'est pas rien, même pour une entreprise comme la Maïf, c'est quasiment le montant de notre résultat annuel que l'on a restitué, rendu à nos sociétaires. Donc c'est évidemment un geste important. Et en même temps, ça n'est pas pour ça qu'on l'a fait, et d'ailleurs on n'imaginait pas les résultats que ça allait produire, mais in fine, les résultats sont assez prodigieux. C'est-à-dire que sur cette période, évidemment, ça a bénéficié finalement à l'image de la Maïf, et il y a un nombre extrêmement important de personnes qui ont frappé à la porte de la Maïf, le déconfinement venu, pour venir s'assurer chez nous, parce que ayant compris que un assureur qui fait ça, c'est pas tout à fait un assureur comme un autre, et qu'il y a sans doute valeur à le rejoindre. Et donc on voit bien cette mécanique, moi, à laquelle je crois beaucoup, qui fait que lorsqu'il y a don, il y a contre-don, lorsqu'il y a engagement, il y a aussi, pour peu qu'on raisonne sur le long terme, une performance pour l'entreprise qui est liée. Et ça, finalement, c'est un formidable message d'espoir, parce que ça veut dire que si ce modèle fonctionne, il est complètement duplicable à n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel secteur d'activité. Et je pense aujourd'hui, comme je le disais au début, que un dirigeant qui néglige cette attente sociale à l'égard de l'entreprise et qui ne réfléchit pas à la manière dont son entreprise peut s'engager, à mon avis, prend un véritable risque à long terme pour la pérennité même de son entreprise.
Merci beaucoup Pascal pour cet engagement et bravo pour votre exemplarité. C'est vrai qu'on est tous submergés de slogans et à un moment donné, peut-être ai-je pensé que le slogan d'assureur militant finalement c'en était un parmi d'autres. Ben, en l'occurrence, cet exemple m'a permis de prendre véritablement conscience que la Maïf n'était justement pas un assureur comme les autres. Donc bravo pour ça. Est-ce à dire du coup que Merci. faire le bien ou avoir une approche exemplaire peut même être un avantage concurrentiel pour une entreprise? Ah, moi, j'en suis convaincu, hein, et ça vaut d'ailleurs, quels que soient les domaines dans lesquels on intervient. Il y a évidemment l'engagement de l'entreprise vers le vaste monde, que ce soit en faveur de l'environnement, que ce soit en faveur de la société en général. Hein, et à la Maïf, on essaye effectivement de prendre des engagements relativement forts, hein, et de rechercher un impact positif relativement important. Et ça au cœur même de notre activité d'ailleurs. Hein. On parlait d'assurance automobile à l'instant. Bah, quand on va, par exemple, il y a des millions d'accidents que nous assurons chaque année. Et donc, on a un impact réel, hein, sur la chaîne de la réparation automobile en France durant une année. Bah, ces millions d'accidents, lorsque l'on va essayer le plus souvent possible de préconiser plutôt la réparation, par exemple, d'une pièce de carrosserie plutôt que son remplacement, ou s'il faut impérativement remplacer le remplacement par une pièce d'occasion plutôt que par une pièce neuve, on voit bien qu'on a un impact environnemental très fort. De la même manière, hein, nos sociétaires nous confient leur épargne. Cet argent, plusieurs dizaines de milliards d'euros, est placé sur les marchés financiers selon les choix que l'on effectue dans les placements, les critères que l'on se fixe pour ces placements, les secteurs dans lesquels on refuse de placer notre argent. On voit bien qu'on a un impact sur la transition de l'économie en réalité, hein, en privilégiant plutôt telle entreprise ou plutôt tel secteur. Et finalement, à la fin du jour, la multiplication de ces engagements au cœur même de notre activité finit évidemment par se savoir, par créer une réputation de la marque et attire vers la marque des gens de plus en plus nombreux qui sont soucieux à travers leur consommation de peser finalement, hein, et d'agir, et qui leur font choisir plutôt un fournisseur, quel que soit le bien ou le service proposé, un fournisseur qui a effectivement ce genre de pratique, ce genre d'engagement. C'est vrai pour ces engagements très généraux, c'est vrai aussi à l'égard des parties prenantes immédiates de l'entreprise. Quand on modifie radicalement le management, par exemple, au sein de l'entreprise, qu'on fait en sorte de donner du sens à chaque collaborateur de l'entreprise, parce qu'il contribue à une mission qui effectivement est porteuse de sens, parce que en faveur du bien commun. Lorsque on oriente le management vers la confiance accordée aux collaborateurs, vers l'attention finalement que l'on peut porter aux collaborateurs, immédiatement on a évidemment une envie, une motivation et finalement un engagement de tous qui sont incomparables, et donc une puissance collective qui devient incomparable. Je pourrais multiplier des exemples, mais oui, concrètement, l'engagement, pour peu qu'il soit sincère, mais encore faut-il qu'il soit sincère, l'engagement sincère de l'entreprise, oui, est une vraie source de performance, c'est clair. On s'en rend compte, hein, on se rend compte aussi, notamment au sein du CJD, que les entreprises qui ont véritablement la RSE au cœur de leur colonne, enfin, pour lesquelles c'est la colonne vertébrale, s'en sortent mieux de cette crise ou moins mal, en tout cas, ont moins de défis d'engagement de leurs collaborateurs par rapport à d'autres entreprises qui sont un peu de l'ancien monde, pourrait-on dire. Et ton témoignage, et merci pour ça, permet aussi de démontrer par l'exemple qu'on a tous ce pouvoir d'améliorer les choses. C'est par notre carte bleue, tout simplement. C'est en choisissant nos fournisseurs en conscience qu'on peut véritablement, progressivement accompagner le monde dans cette transition. Donc merci beaucoup pour Pascal pour ce témoignage. Petite question de Bénédicte qui demande quel est le rôle concret pour les administrateurs, hormis la présence dans le comité.
Alors, déjà, les administrateurs sont, par hypothèse, ceux qui forment le conseil d'administration, qui est, comme dans toute entreprise, l'instance suprême de décision, avec un mode de désignation des administrateurs à la Maïf qui est très particulier. Nous sommes une mutuelle, ça veut dire que tout assuré chez nous est ce que l'on appelle sociétaire. Et donc, en qualité de sociétaire, tout assuré peut voter pour élire ses représentants, son représentant à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale est donc constituée exclusivement d'élus de nos sociétaires, donc d'élus des consommateurs, et c'est l'Assemblée générale qui ensuite elle-même élit le conseil d'administration. Et donc on a un conseil d'administration qui est composé de représentants des consommateurs, plus des représentants des salariés d'ailleurs, il y a trois représentants des salariés, mais ça donne évidemment une composition, une culture et un angle de vue finalement, une approche à ce conseil d'administration qui sont très particuliers. Ça n'est pas un conseil d'administration composé de représentants des actionnaires avec comme préoccupation exclusive la rentabilité et le niveau du dividende qui sera versé. Là, au contraire, nous avons un conseil d'administration qui en tant que représentant des sociétaires, est très préoccupé de la qualité des garanties, des offres que l'on propose, du niveau des tarifs que l'on va fixer, c'est-à-dire des préoccupations véritablement des assurés eux-mêmes. Et ça change tout, et le tout dans une perspective beaucoup plus de long terme que de court terme, d'immédiateté. Et donc avec, comme tu le disais Jean-Baptiste, ces entreprises qui s'occupent effectivement réellement de leur impact et qui le font de manière sincère, finalement sur le long terme ont une résilience qui est bien meilleure. Merci Pascal. Est-ce que je peux poser une question à Pascal ou pas pour rebondir sur ce sujet de gouvernance? Pardon, mais justement par rapport à cette gouvernance à la Maïf qui est déjà particulière, comment tu positionnes ce rôle de comité de mission? Qu'est-ce que ça peut bouger de ton point de vue? Qu'est-ce que ça vient enrichir? Voilà, tout ça est encore à laisser, mais voilà, qu'est-ce que tu imagines ou quels sont les défis sur ce volet-là que tu anticipes? Alors, moi, j'ai souhaité que notre comité de mission soit composé de manière paritaire entre des représentants internes de l'entreprise, à la fois d'ailleurs deux administrateurs, mais aussi des collaborateurs de l'entreprise, parce que il faut aussi que l'on ait cette vision du terrain, j'allais dire, de ce qui se passe réellement dans l'entreprise, et puis à parité des membres externes. Et ces membres externes, alors la présidente de notre comité de mission, c'est Nicole Notat, la maman, j'allais dire, de l'entreprise à mission, en quelque sorte. Tu rappelais tout à l'heure le rapport Notat-Sénard qui a donné lieu à la loi Pacte. Donc c'est véritablement elle qui a, en co-rédigeant ce rapport, penser au fond ce qu'allait devenir l'entreprise à mission. Et puis les autres membres externes, ce sont des spécialistes de différents domaines, un spécialiste de l'environnement, un spécialiste de l'égalité des chances, un économiste, etc., qui sont là à la fois pour éclairer sur cette recherche d'impact, parce que on n'est pas omniscient, et donc on a besoin d'avoir des éclairages. Est-ce que cet engagement-là est pertinent? Est-ce qu'il faut faire autrement pour avoir un impact positif qui soit meilleur? Et puis moi j'en attends qu'ils soient véritablement des aiguillons pour nous, et qu'ils viennent nous challenger, nous pousser à aller plus loin, nous dire là ce que vous faites c'est super, là en revanche vous pourriez faire mieux ou faire différemment. Moi j'aime bien l'expression de critical friends, finalement, dans une démarche évidemment bienveillante et amicale, qu'ils soient aussi force de proposition, voire critique sur les pratiques de l'entreprise, parce que c'est comme ça que l'on progresse. C'est en se bousculant mutuellement qu'on avance. Effectivement. Merci Pascal. Alors en étant entrepreneur engagé, moi j'ai souvent cru que l'économie sociale et solidaire, ce qu'on appelle l'ESS, était un peu réservé à des associations militantes et très engagées. D'ailleurs,
Au début, il y a 7-8 ans, quand j'ai créé ma boîte, c'est un peu ce qu'on m'a renvoyé en disant, toi, tu es un entrepreneur, ton but c'est de faire de l'argent, donc va des rétros. Je me rends compte que, notamment par la loi Pacte, cette réflexion se transforme et je suis très heureux de donner la parole à Nicolas, qui est effectivement, tu es cofondateur de Fago. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur cet engagement, qu'il soit écologique, environnemental enfin écologique, social et aussi peut-être un engagement économique? Il faut que tu mettes ton micro. On t'entend pas. Pardon, j'avais coupé mon micro. Bonjour à tous, merci de m'accueillir pour ce témoignage. Je suis ravi de vous partager mon expérience qui dure maintenant depuis 12 ans. Fago, donc j'ai créé cette marque qui est une marque de chaussures, de vêtements et de bagagerie et d'accessoires. Il y a 12 ans avec mon associé Frédéric, lorsque nous étions encore étudiants. Et nativement, on a voulu répondre en fait à deux sujets qu'on ne connaissait d'ailleurs pas du tout. Le premier, c'était la mode, donc s'habiller. J'aimais bien, Jean-Baptiste, quand tu disais, est-ce que Fago, ce sont des habits qui ne grattent pas et qui font du bien? C'est exactement ce qu'on voulait faire, donc répondre à une problématique mode et environnementale. Donc se dire pourquoi est-ce qu'on ne résout pas un peu cet enjeu sociétal qui était de dire on va pas terminer à poil sur les plateaux du Larzac avec des chèvres, c'est clair et net, avec apporter des stacks à patates. On va résolument habiter dans la ville et nous ce qu'on voulait faire c'est créer une marque qui va être un écrin porté par des gens de la ville mais qui aiment aller dans la nature et donc qui va résoudre des fringues qui sont belles et respectueuses de l'environnement et de l'homme. Voilà. Et donc nativement, en fait, on a cheminé. Et je vais revenir sur le déclic avec l'entreprise à mission qui ne s'est pas fait de manière évidente, parce que Odile Brondy, qui est responsable de la comité des entreprises à mission, est venue me voir il y a 2 ans en me disant Nico, quelque chose se prépare, le statut d'entreprise à mission risquerait d'être disponible en France, donc tu devrais regarder ça attentivement, ça collerait bien avec Fago. Et à l'époque, comme aujourd'hui, j'avais beaucoup de choses à faire. Et je m'étais dit, non, mais c'est bon, ça me suffit, ce qu'on fait déjà, finalement, on l'est à peu près déjà. Voilà. Mais c'est 1 an plus tard que je retourne la voir en me disant, mais tu as complètement raison, il faut qu'on le soit. Et on est devenu donc la première entreprise mode, entreprise à mission. En fait, ça n'a pas tout changé, mais presque tout. Alors, comment m'expliquer c'est de dire que foncièrement, c'est un cadre législatif qui est venu s'adapter à la réalité de Fago, mais qui change tout parce que dans un monde très manichéen où tout est blanc ou noir, il y avait d'un côté les ONG qui, comme on le dit, ont le droit de faire le bien, font le bien, les associations, donc sont des entreprises qui sont bonnes pour le monde et l'homme. Et d'un autre côté, il y a les entreprises, donc les SAS, les SARL, etc., etc., qui sont des entreprises à but lucratif, qui sont nécessairement des entreprises qui font pas le bien. Voilà, c'est une vue très manichéenne, et vient se mettre au milieu cette entreprise à mission qui dit en fait nous on est une entreprise à but lucratif, mais on a un intérêt supérieur, et dans tout ce qu'on va faire dans notre quotidien, dans tout ce qu'on va sortir comme produit, on viendra servir à la fois une compétence qui est celle de l'entreprise, mais aussi une mission. Voilà. Et donc chez Fago, cette mission qui existait depuis 13 ans a été exacerbée et écrite enfin un peu comme un fronton républicain, hein, comme liberté, égalité, fraternité. Nous aussi, on devient entre guillemets une république et une entreprise à mission en disant on engage notre génération contre le dérèglement climatique. Voilà, c'est notre mission et notre raison d'être chez Fago. Et une fois qu'on l'avait écrit dans les statuts, en fait, il y a un déclic qui s'est fait, c'est de dire cette mission qui était portée par moi et mon associé depuis 12 ans, donc on était un peu les responsables de cette mission, les gardiens du temple. Aujourd'hui, en fait, on dit, lorsqu'on recrute quelqu'un chez Fago, on te recrute 50% à 50% pour ta capacité à réaliser ta mission, et l'autre 50%, c'est pour réaliser ta mission dans une entreprise, ton métier, et les autres 50% pour réaliser la mission de Fago. Et donc, aujourd'hui, la mission, elle est portée, elle est de la responsabilité de chacun. Nul n'est censé ignorer la mission de Fago. Et c'est en ça qu'on chemine de manière dans une route nouvelle depuis janvier 2020. Le point qui me paraît important, c'est que dans ce comité de mission, chez nous, on n'est pas très, chez Fago, il y a 90 salariés.
nous n'avons pas de véritable COMEX, de conseil d'administration, etc. On a créé un comité de mission. Et en réponse à ce que disait Pascal, ce qui est important, c'est qu'on l'a challengé avec des personnalités externes dans l'entreprise, donc des parties prenantes externes, qui viennent nous dire attention, votre projet, ne vous gargarisez pas trop avec, on peut l'améliorer. Par exemple, donc on doit définir des engagements que l'on va tenir avec notre mission, et dans ces engagements, des objectifs annuels qui vont donc être audités. Et donc, dans notre comité de mission, on a notamment la responsable RSE de Maison du Monde, la responsable RSE de l'ONG Good Planet, l'adjoint au maire de la mairie d'Annecy, un de nos fournisseurs. Et donc, ces personnes-là, en fait, lorsqu'on dit cette année, on va, par exemple, dans nos objectifs d'engager notre génération contre le dérèglement climatique dans la partie mesurer nos émissions de CO2, qui est notre premier engagement. Dans les objectifs, on en avait cité 2, et ils nous ont dit, non, mais attendez, ces objectifs-là, vous allez les atteindre, c'est facile. En interne, nous, on était d'accord avec nous, mais en externe, on a dit, challengez-vous plus, là, il faut aller plus loin. Et donc, c'est ça que ça a permis, notamment, c'est d'ouvrir la porte à des parties prenantes externes qui ont une voix importante au chapitre dans la réalisation de notre mission, ce que l'on n'avait pas avant. Donc ça, c'est un des grands points forts pour nous. On aime aussi, dans beaucoup de boîtes, finalement, on a des roadmaps RSE, entre guillemets. Sauf que la roadmap RSE, elle peut bouger et être variable. Je m'explique. Aujourd'hui, chez Fago, nos 5 engagements, c'est mesurer, réduire et compenser toutes nos émissions de CO2, changer les modes d'habillement de notre communauté vers des modes d'habillement plus sains et s'engager une transparence absolue. Demain, j'aurais pu dire, moi, je commence à être très sensible aux animaux. Je voudrais changer, finalement, arrêter mon engagement de compensation de mes émissions de CO2 en plantant des arbres par, je sais pas, donner de l'argent à 60 millions d'animaux, ou je sais pas quelle situation. Et en fait, aujourd'hui, la mission, comme elle est consacrée avec des engagements, je ne peux pas la dévier ou la dévier si facilement. Dans beaucoup d'entreprises, la mission, ou en tout cas les engagements que prennent les sociétés sont les fruits un peu des dirigeants. Je trouve qu'avec le statut d'entreprise à mission, ça n'est plus le cas. Il y a une vraie direction durable qui est prise et qui est assez difficilement changeable. Et moi, je trouve que ça a été un changement majeur. Voilà. Aujourd'hui, je ne suis plus la flamme de la mission de cette entreprise Fago. Tous mes salariés, donc les 80 personnes qui composent cette entreprise, le sont. Voilà. Nicolas, moi j'ai une question qui me brûle les lèvres. Donc merci pour cet engagement. Oui. Alors j'en ai même 2. La première, c'est toi tu es entrepreneur, fondateur et entrepreneur de ta propre boîte. J'ai cru comprendre que tu avais commencé à y répondre un peu à cette question, mais est-ce que l'impulsion de devenir entreprise à mission est venue de toi d'en haut, pourrait-on dire, même si dans nos boîtes il n'y a plus tellement de en haut finalement, ou est-ce que ça a été une question collaborative? Et la deuxième question qui, elle, me brûle les lèvres, c'est vraiment gentil tout ça. Par contre, j'ai vu que vous continuez à fabriquer en Chine et dans un environnement un peu mainstream où ce qui se fait en Asie, c'est pas bien parce que c'est pas là où on crée nos emplois. Comment vous contre-attaquez ces arguments? Alors, ouais, sur le premier argument, donc du coup, c'est même pas venu d'interne, c'est venu de l'externe. Comme je disais, Odile Brondy de la communauté des entreprises à mission est venu clairement me chercher par la main. C'est juste que et en interne, en fait, on ne s'était pas mis encore cette voie-là. Donc, ça a été une voie externe qui nous a porté. Et en interne, ça a eu une résonance, comme je disais, avec retardement. C'est pour ça que je dis, tous ceux qui sont en train d'écouter cette conférence et qui ne se disent pas, ça me touche pour le moment, c'est le moment d'y mettre les bouchées doubles d'attention sur ce sujet, de lire vraiment les 2 livres blancs dont on vous parle, de questionner aussi la communauté des entreprises à mission, parce que c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Le bien-être est fou à la sortie. Ça, c'est pour répondre au premier point. Le deuxième, comment on fait pour être une entreprise à mission et fabriquer en Chine? Ça se fait très bien parce qu'en fait, nous, on est des grands militants du made au, donc comment on fabrique et pas où on fabrique, parce que il n'y a pas la France n'a pas le monopole du savoir-faire de tous les secteurs. Je pense qu'il est illusoire de vouloir tout rendre en France. Quand bien même il y a des choses qui n'ont jamais été produites un jour en France. Notamment, nous, nos baskets avec la méthode dite du vulcanisé qu'on fabrique au Vietnam. Aujourd'hui, l'ensemble du savoir-faire de cette méthode vulcanisée est au Vietnam.
fabriqué dans de très bonnes conditions, c'est-à-dire que j'invite en fait n'importe qui à venir dans nos usines, que ce soit en Chine, au Vietnam ou au Portugal. Dans ces trois pays, on produit avec euh, les mêmes normes sociales et environnementales. Voilà. C'est clé en fait de se dire. Aujourd'hui, je pense d'ailleurs, il y a quelque chose qui nous fait peur avec mon associé, c'est cette dérive un peu de renfermement sur soi-même, qu'avait d'ailleurs énormément prôné notre non-ami, pardon, Donald Trump, qui moi me fait flipper complètement. Quoi. Il faut faire attention à ne pas se renfermer totalement sur nous-mêmes et à dire que tout ce qui n'est pas de France est un ennemi ou est mal fait ou est fait dans de mauvaises conditions. C'est se mettre le doigt dans l'œil. Et c'est très dangereux, je pense, pour l'équilibre géopolitique. En revanche, il y a une chose qui est capitale chez Fago, c'est lorsque je produis ailleurs qu'en France, je souhaite produire en fait plutôt là où mon produit sera produit dans les meilleures conditions sociales et les meilleures conditions environnementales, c'est-à-dire au respect de ma mission, c'est-à-dire de ne pas émettre plus de CO2. Donc, je vais produire là où je peux émettre le moins de CO2 possible, tout en étant en adéquation avec le client qui viendra acheter mes produits. C'est-à-dire que pour m'expliquer, je ne peux pas fabriquer une paire de chaussures aujourd'hui 100% made in France parce que, un, elle n'émettrait pas moins de CO2 que celle que je fabrique au Vietnam, et deux, elle serait un prix 3 fois supérieur à celle que je fabriquais au Vietnam. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas répondre à la demande des gens qui veulent s'habiller avec une chaussure aujourd'hui, qui est plutôt autour entre 50 et 100 euros, mais pas au-delà, parce que notre porte-monnaie coûte. Et que la qualité serait la même. La qualité serait la même. On en arrive toujours au besoin d'acculturation, c'est-à-dire que de prendre les décisions en conscience permet d'être aligné et d'assumer complètement ses choix. Et en l'occurrence, c'est ce que tu témoignes, quoi. Il nous reste. Et nous, on a juste un Pardon. petit maître à penser. Je vous invite dans ces choses-là, on n'agit jamais seul, mais c'est la marque Patagonia qui nous inspire depuis les débuts de Fago, qui est véritablement notre guide. Yvon Chouinard qui a monté cette marque, qui est devenue la première entreprise Benefit Corporation aux États-Unis, qui est l'équivalent d'entreprise à mission. Alors pas réellement la même chose, mais en tout cas, nous c'est notre guide et cette marque-là justement a choisi de dire, en fait, on est dans tous les endroits qui savent produire et on va au meilleur endroit pour la meilleure qualité à un bon prix tout en respectant l'homme et l'environnement. Euh, Parce que en fait, si on commence à produire uniquement, je prends l'exemple de Fago. Aujourd'hui, Fago, nous vendons dans 24 pays. Est-ce que la France est véritablement le meilleur endroit où produire, sachant que je vends aussi en Chine, je vends aussi en Corée, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Donc, il faudrait que si jamais dans un monde idéal, selon ce qu'on entend, il faudrait produire le stock des baskets que je vends aux États-Unis, celles en France, et après on viendrait même à un découpage régional qui deviendrait dangereux. Et il faudrait que je le produise en Bretagne, les chaussures que je vendrais en Bretagne. C'est ça qui me fait peur dans la dérive qu'on est en train d'avoir dans notre monde actuel. Bon, on a une solution hein, chez nous, il suffit de produire dans le Grand Est et c'est réglé. Alors, il nous reste 7 minutes. On a une question de Valérie qui dit est-ce qu'il existe un équivalent européen à la loi Pacte sur ce sujet? Ma réponse, parce que je rebondis sur cette question, tu l'as abordé rapidement Nicolas, il y a la certification B Corp qui s'en approche sans être complètement exemplaire. Donc je vous invite vraiment à aller sur le site de B Corp qui peut être une première piste de réflexion. Une question peut-être pour Pascal. Comment tu as fait pour intégrer tes services RH autour de ces sujets? Et peut-être pour vous tous aussi, je ne sais pas si vous pouvez vous projeter là-dedans, mais comment essayer d'adopter cette démarche d'entreprise à mission ou à minima d'intégrer la RSE au cœur des entreprises dans des boîtes qui seraient peut-être un peu plus éloignées de ces préoccupations? Comment les aider à faire ces premiers pas dans des organisations où c'est peut-être pas considéré comme la priorité aujourd'hui, sachant qu'il nous reste 5 minutes. Alors très Peut-être si rapidement, je peux. non, je t'en prie. Non, vas-y Pascal, excuse-moi. Non, vas-y. Peut-être juste effectivement deux questions un peu de nature différente malgré tout. D'abord, le volet RH, il est complètement central. Et non seulement il est complètement central, mais il est même premier. Moi, je crois qu'on ne peut pas entraîner son entreprise vers ce type de territoire hein, et vers cette recherche systématique d'un engagement s'il n'y a pas un socle social qui est complètement acquis
et s'il n'y a pas une forme de cohésion sociale autour de ça. Donc vraiment l'évolution culturelle de l'entreprise, la question du sens qui est complètement centrale est pour moi tout à fait prioritaire. Je ne crois pas qu'on puisse construire s'il n'y a pas derrière une forme d'adhésion très forte de l'ensemble du corps social. Et à l'inverse d'ailleurs, une fois qu'on a obtenu cette adhésion très, très forte, bah, évidemment, ça donne une puissance assez extraordinaire. Après, comment convaincre d'autres entreprises d'emprunter cette voie? Bah, c'est justement en faisant la démonstration que l'engagement est une source de performance. Et c'est en démontrant, en convainquant que se tenir durablement éloigné de cette nouvelle forme finalement du XXIe siècle de l'entreprise et en particulier en Europe, c'est vraiment prendre un risque stratégique majeur parce que à la fois évidemment progressivement les clients vont se détourner des entreprises qui n'ont pas ces préoccupations-là, parce que également les talents vont s'en détourner. Aujourd'hui, la marque employeur, en tout cas pour mon entreprise, c'est extrêmement clair, la marque employeur est considérablement renforcée par ses engagements et cette politique, et en termes à la fois de fidélisation et d'attraction des talents, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Alors moi, je pourrais vous citer des exemples de collaborateurs, y compris de très haut niveau, y compris dans mon équipe, dans mon COMEX, qui sont venus d'autres entreprises, ont accepté des baisses de rémunération parfois très conséquentes, parce que bah, ces personnes avaient envie de participer à cette aventure qui est quand même infiniment plus stimulante et motivante que simplement comment dirais-je, avoir le projet d'enrichir les actionnaires de son entreprise. On en revient toujours au sens. Et je pense que la nouvelle génération, plus que quiconque encore, achète. Enfin, Simon Sinek dit les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Donc, je pense que la nouvelle génération, elle est encore plus sensibilisée à ça. Moi, je le vois dans les différents entretiens que j'ai l'occasion de faire. Julie, tu voulais intervenir? Et tant mieux. Bravo. Oui, pardon. Je voulais rebondir sur la question européenne très rapidement. Il existe des statuts similaires, notamment en Italie, et des réflexions dans d'autres pays. Et il y a, et notamment, Pascal, je crois que tu en es tu plaides aussi pour que cette réflexion soit apportée plus au niveau européen, parce que derrière cette qualité de société à mission, il y a aussi une revendication d'un certain capitalisme à la française ou à l'européenne versus des capitalismes anglo-saxons ou asiatiques qui ne prônent pas cette conciliation et dont vous avez très bien parlé, Nicolas et Pascal, qui en fait, on choisit pas entre performance économique ou contribution sociétale, mais c'est les deux en même temps. Donc il y a cet enjeu-là au niveau européen. Et je me permets peut-être juste de préciser, B Corp et la qualité de société à mission, on parle pas de la même chose. Et c'est peut-être juste, je reprends ma casquette de consultant, mais pour faire un peu de pédagogie. B Corp, on est plutôt sur la marche, en tout cas le label B Corp, sur la marche de la RSE. C'est un formidable outil pour se questionner, avancer dans ses pratiques de façon exhaustive, regarder les impacts qu'on a sur toutes nos parties prenantes et progresser. Donc on est sur vraiment la marche RSE. Avec la société à mission et la notion de raison d'être, on passe sur la question, c'est pas quels sont mes impacts et comment je les gère, c'est en quoi je suis utile à la société. Donc l'utilité d'un côté et la responsabilité de l'autre. Évidemment, être utile sans être responsable ou être responsable en étant inutile, ça paraît complètement absurde aujourd'hui. Mais juste pour préciser quand même, les deux notions s'articulent, mais on ne parle pas exactement de la même chose, même si c'est très lié. Voilà, je vous laisse avec ça. Ces deux notions, je trouve intéressantes aujourd'hui, de responsabilité et d'utilité, à articuler de façon cohérente. Tu fais bien de préciser ça, oui. Merci Julie. Et excusez-moi si j'ai pu créer une confusion. C'était plus par rapport à. Mais oui, tu as raison. La B Corp, elle est vraiment. La certification B Corp est plus sur la dimension RSE. Merci pour cette précision. Je crois qu'il n'y a plus de questions dans la salle. Alors, pour nous ouvrir un petit peu l'appétit, je vous propose de faire un petit dernier klaxon. Si ça vous plaît. Donc, en régie, faites-vous plaisir pour les dernières questions ou les dernières affirmations. La raison d'être est opposable et induit une obligation de moyens.
Qu'en pensez-vous? Un faux ou un tox? N'hésitez pas à intervenir. Est-ce que la raison d'être est opposable et induit une obligation de moyens? Effectivement, j'ai pris un peu tout le monde à brûle-pourpoint sur un dernier klaxon. Et ça monte, c'est chouette. On va regarder les résultats. Bravo, bravo. Vous avez une raison d'être. Non, non, pas bravo. Excusez-moi. C'est Est-ce que quelqu'un veut réagir assez là-dessus? nuancé. En fait, je vois vert et j'ai l'impression que tout le temps, c'est 100%, c'est les élections américaines là qui m'ont mis un peu le cerveau à l'envers. Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus? Je peux réagir. Effectivement, il est écrit dans la loi que la raison d'être se constitue des principes dont la société se dote pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Bon, au-delà du jargon législatif, on parle bien d'affecter des moyens à la réalisation de cette raison d'être, de ce projet. Donc, il y a vraiment cette dimension-là. Puis la raison d'être au sens de la loi Pacte, il s'agit d'un engagement qu'on prend auprès de l'ensemble de nos parties prenantes. Et avec l'inscription statutaire en plus, on l'inscrit au cœur de la Constitution, si je reprends la métaphore républicaine de Nicolas, de l'entreprise, donc elle devient opposable. Et d'ailleurs, peut-être un exemple, EDF, qui est une entreprise à raison d'être, qui a inscrit récemment sa raison d'être dans ses statuts, des ONG sont venus lui dire sur un projet d'investissement, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi c'est cohérent avec votre raison d'être? Et c'est là que ça devient opposable. On est censé démontrer en quoi les décisions qu'on prend dans l'activité sont alignées et cohérentes avec cette boussole qu'on s'est fixée. Au même titre qu'en tant qu'entrepreneur, on pourrait se dire, même si on a un projet absolument juteux avec un prospect, de se dire, ben non, en conscience, je décide de ne pas signer avec lui parce que ce n'est pas en phase avec notre raison d'être. C'est une question de choix et de renoncement. Ah oui. La question des renoncements est intéressante de ce point de vue-là. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme du moment qui nous était alloué. Moi, j'aurais personnellement énormément de plaisir à pouvoir partager, continuer ces échanges autour d'un bon repas. Malheureusement, le contexte fait que je vais plutôt le partager avec mon micro-ondes. Néanmoins, je tiens à vous remercier beaucoup pour cet excellent moment passé en votre compagnie. Merci, un merci tout particulier à Julie, à Pascal et à Nicolas pour vos interventions. Et je vous invite maintenant à continuer à assister aux autres interventions qui auront lieu tout au cours de ce forum développement durable. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Merci à toi, Jean-Baptiste. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.